c'est le lieu de saluer vraiment le couple de l'année, hein, tel qu'il a été présenté ce matin, Anne-Cécile et Gorgui pour cette organisation. Et de dire aussi que Gorgui a pu le faire en plein Ramadan, malgré donc un léger déficit énergétique qui ne s'est pas vu jusque-là dans l'organisation de cette rencontre. Alors, premier élément, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais commencer en disant que la nouvelle géopolitique, puisque c'est un peu le sujet, ce que cela peut signifier pour les relations entre l'Afrique et l'Europe, peut-être que cette nouvelle géopolitique, c'est d'abord de la clarification, ou je dirais même plutôt du rappel. Un retour en fait à la géopolitique pure et dure, je dirais. Je le dis sans être du tout un expert formé en géopolitique, je suis économiste de formation, mais simplement en observant la réalité du monde. Et en observant en particulier ce qui s'est passé depuis l'invasion donc de l'Ukraine par la Russie. Clarification d'abord sur la base qui est la sécurité physique. On a vu comment est-ce que l'Europe a réagi lorsque on a eu cette invasion de l'Ukraine par la Russie. On a vu la rapidité des prises de décision sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique. On a vu des sanctions adoptées à un rythme, je pense, assez effarant, assez rarement vu, y compris des sanctions d'ailleurs sportives. On est allé très vite pour décider de sanctions contre la Russie. On est allé très vite également pour décider d'une approche qui consiste quand même, et qui est encore l'approche aujourd'hui de l'Europe et des États-Unis, d'un soutien militaire massif à l'Ukraine. Parce qu'ils ont estimé que c'était cela qui allait dans l'intérêt, disons, de la sécurité de leur propre territoire, de leur population et de leur place aussi dans le monde. Mais retour vraiment à la notion de sécurité physique, parce que au fond, la guerre se passe pas très loin de Paris, pas très loin de Londres. Et ce que ça signifie, c'est que dans ces pays où il y a une sorte de... On s'est habitué finalement à vivre en sécurité sans avoir le sentiment que cela pourrait être mis en cause, c'est un retour à la réalité. Et on le voit, le réarmement massif de tout le monde. L'Allemagne qui, pendant longtemps, a très peu investi dans son armée, se rééquipe, je crois que c'était 100 milliards, l'annonce qui a été faite très rapidement, 100 milliards d'euros, pour rattraper le retard de l'Allemagne. Et évidemment, tous les pays se réarment assez massivement en Europe, et pas seulement. Ça, c'est important parce qu'à nouveau, la réalité, c'est celle-là. D'abord, on se soucie de sa propre sécurité, de la sécurité de son territoire. Et les acteurs politiques dirigeants, évidemment, ont intérêt à montrer qu'ils le font pour aussi des raisons de sécurité, pour leur propre position politique dans leurs États. Deuxième élément de clarification, sécurité matérielle. Au fond, le lien est assez direct avec la sécurité physique. Lorsqu'on pense par exemple à l'énergie, si vous n'avez pas de chauffage dans des pays où il y a l'hiver, la sécurité, l'absence d'approvisionnement énergétique est une question en fait quasiment de vie ou de mort. Et là aussi, le rappel, je pense, que constitue cette période particulière, c'est le rappel de l'importance de l'énergie. Je crois que l'un des prédécesseurs, le professeur Amato, a parlé de l'énergie tout à l'heure. C'est absolument fondamental. Et je crois que là aussi, on le savait, mais je crois qu'au-delà des experts, au-delà peut-être des décideurs politiques, et même les décideurs, c'est pas sûr, je crois qu'il y a un rappel vraiment de l'importance capitale de l'énergie depuis toujours. C'est ça qui a permis aux pays à revenus élevés d'avoir le confort matériel qu'ils ont aujourd'hui. C'est essentiellement l'accès à l'énergie. Tout ce qui nous entoure, nos lunettes, nos habits, tout ce qui est dans cette salle, ce sont des ressources naturelles transformées et essentiellement grâce à de l'énergie. Donc là aussi, la course, évidemment, à l'approvisionnement en gaz pour, en particulier, un pays européen, par exemple, comme l'Allemagne. Mais on voit des dirigeants italiens aller dans des pays producteurs en Afrique du Nord. On a vu depuis, là aussi, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'importance pour tous les pays, y compris, à nouveau, les pays les plus riches de la planète, l'importance de continuer à s'assurer de l'approvisionnement en ressources énergétiques. Et la plupart, en réalité, n'ont pas ces ressources-là. La Russie a évidemment ses ressources, c'est la base de son économie. Les États-Unis ont pas mal de ressources également, mais en particulier, les pays européens n'ont pas beaucoup de ressources énergétiques elles-mêmes. Et lorsqu'on parle de la transition aussi
écologiques et des ressources renouvelables. Je crois qu'il faut rappeler que, par exemple, hein, le basculement vers l'électrique, en fait, il s'accompagne d'un besoin toujours aussi important de ressources naturelles et notamment de ressources critiques pour les batteries. Donc le fait de dire on change d'économie ne veut pas dire du tout que les ressources minières et les ressources énergétiques ne restent pas extrêmement importantes et ne vont pas le demeurer. Je rappelle aussi d'ailleurs que le besoin d'énergie fossile, il reste absolument aujourd'hui essentiel, y compris pour la transition vers des économies vertes. Donc, clarification sur le besoin de sécurité physique et matérielle, qui veut dire aussi clarification sur le fait que d'abord, ce qui anime les politiques extérieures des États, c'est bien leurs intérêts, à commencer par leurs intérêts les plus vitaux. Et je pense que Caroline l'a dit tout à l'heure en introduction, l'effarement, l'étonnement de beaucoup de pays européens lorsqu'il y a eu le premier vote aux Nations Unies sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un véritable étonnement, et moi je répondais souvent en disant je suis étonné que les Européens soient étonnés que les pays africains se permettent de déterminer eux-mêmes peut-être quels sont leurs intérêts stratégiques. Un peu étonné donc de voir, parce que les pays africains ont beaucoup soutenu la Russie, il y a très peu de pays africains qui n'aient pas condamné le principe de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais par contre, ils se sont abstenus en disant peut-être qu'on ne s'aligne pas nécessairement totalement sur les positions occidentales, et peut-être que contre un membre du Conseil de sécurité, une des puissances militaires mondiales, une puissance nucléaire, avec un vaste réseau diplomatique, peut-être qu'il n'est pas absurde de ne pas l'affronter directement et de ne pas voter contre la Russie, par exemple. Une puissance, c'est d'abord une capacité de nuisance, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Russie, de la Chine, c'est aussi une capacité de nuisance, et on peut comprendre à nouveau que les pays africains, comme des pays asiatiques ou d'Amérique latine, aient choisi une voie qui n'est pas nécessairement du non-aliment, mais qui est simplement une détermination d'une position un peu prudente par rapport à nouveau à un conflit qui engage des membres du Conseil de sécurité des puissances militaires. Un point aussi sur le basculement, la nouvelle géopolitique, je crois que c'est aussi l'évolution bien sûr vers un monde multipolaire. Je crois que ce n'est pas nouveau, mais on a une forme de clarification aujourd'hui qu'on est arrivé à ce moment-là où très clairement il n'y a plus simplement une grande puissance. On a les États-Unis, on a la Chine, mais on a aussi beaucoup d'autres pays qui montent en puissance et en influence. Mais je crois que pour les pays africains, on aurait tort de penser que multipolaire veut dire nécessairement un monde moins dangereux et un monde plus favorable aux intérêts du continent. Ça veut dire simplement un monde différent auquel il faudrait s'adapter et dans lequel il faudrait déterminer au fond quel type de relation nous devons avoir avec l'Europe, avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Turquie, avec toutes ces puissances émergentes. Mais alors, Gilles, dans ces conditions, est-ce que c'est une opportunité, l'Europe? Est-ce que c'est une opportunité? Oui, je vais terminer par ça. Par pourquoi est-ce que l'Europe est un partenaire privilégié? Je pense que principalement parce qu'il a été dit ce matin, parce que c'est le continent le plus proche du continent. Donc la proximité géographique a de véritables implications. C'est vraiment ce qui fait de l'Europe un partenaire particulier, parce que les intérêts de sécurité de l'Europe passent aussi par ce qui se passe et ce qui se passera sur le continent africain, et parce que, de ce point de vue-là, l'Europe est forcément concernée par ce qui se passe sur le continent. Et je pense qu'on doit aussi tenir compte du fait que les pays puissants qui sont plus éloignés, la Chine par exemple, les États-Unis, on peut penser que ce qui se passe et ce qui se passera sur le continent, si on a par exemple un véritable chaos politique et sécuritaire, au fond, ils sont quand même un peu moins, ils seront un peu moins impactés. Donc, ce sont des éléments que nous devons prendre en compte dans la détermination de nos relations avec l'ensemble du continent. Mais je termine quand même en disant que le fait de dire que c'est un partenaire particulier ne doit pas nous empêcher de réfléchir par rapport à nos relations avec toutes les autres régions du monde. On doit garder notre liberté
notamment par rapport aux défis structurels internes les plus importants, l'éducation, la formation, cela a été dit depuis le matin par le président Bazoum, la gouvernance politique, la gouvernance économique. Nous devons faire des choix stratégiques en tenant compte de l'ensemble des partenaires potentiels, des menaces qu'ils représentent, mais aussi des opportunités que les relations avec ces partenaires représentent. Et je pense que, et c'est vraiment le point de conclusion, on ne peut pas aujourd'hui continuer à faire comme s'il n'y avait pas un espace d'intérêt contradictoire. Je termine par les ressources naturelles. Elles sont limitées, la compétition est féroce, elle continuera à l'être pour les ressources rares. Il faut qu'on mette sur la table et qu'on dise, au moins maintenant, qu'il y a quand même une petite partie, au moins de ces ressources, qui profitent vraiment aux populations de notre continent. Et je vais m'arrêter là. Merci.